Bienvenue dans notre exploration du jour. On s'aventure à Oji, un quartier de Tokyo qui détonne un peu. Ah oui, tout à fait. On est loin de l'image hyper moderne qu'on a souvent en tête. C'est un lieu où l'histoire ancienne, les légendes de renards et puis les racines de l'industrie japonaise se mélangent, se superposent. Le tout baigné par une nature, des cours d'eau assez présents. Un vrai trésor caché, plein de récits fascinants. Exactement. Et c'est ça l'idée aujourd'hui, hein. Décrypter ensemble ce qui rend Oji si particulier. On va s'appuyer sur différentes sources, des récits historiques, des articles sur le folklore local, des guides plus actuels aussi, D'accord. pour comprendre comment toutes ces couches coexistent et offrent une expérience assez unique aux visiteurs curieux. C'est vrai que ça change des circuits touristiques classiques de Tokyo. C'est une autre facette, oui. Alors, le programme est riche. On va commencer par le folklore, avec ces fameuses légendes de renards, les kitsune, qui imprègnent vraiment le quartier. Ah oui, incontournable. Ensuite, on plongera dans le passé industriel de Oji, très marqué par Shibusawa et Ichi et l'industrie du papier. On découvrira aussi comment un shogun a, littéralement créé un paysage de loisirs avec le parc Asukayama. Et puis, on verra comment l'eau, en fait, c'est un peu le fil conducteur qui relie toutes ces histoires. Allez, c'est parti pour cette immersion. Alors, ces fameux renards d'Oji, leur présence est quasi mythique, c'est ça? Absolument mythique. Et c'est vraiment ancré dans l'identité du coin. Le point central de tout ça, c'est le sanctuaire Oji Inari. D'accord. La légende la plus connue, elle raconte qu'à la veille du Nouvel An, l'Omisoka, euh, tous les renards de la grande région du Kanto se donnaient rendez-vous à Oji. Tous les renards. Carrément. Oui, c'est ce que dit la légende. Ils se réunissaient sous un arbre bien précis, un grand micocoulier, un enoki en japonais. Et c'est là que ça devenait magique, si on peut dire. Les sources décrivent une scène assez incroyable, non? Oui, oui, une scène fantastique. Les renards qui allument plein de feux follets, les kitsunebi, puis qui prennent forme humaine, avec des costumes magnifiques. Ah ouais. Et ils formaient une procession, le Kitsune no Gyoretsu, la procession des renards, ou parfois on dit aussi le Kitsune no Yomeeri, le mariage des renards, pour aller prier au sanctuaire Oji Inari. C'est une image très forte. Tellement forte qu'elle a été immortalisée par Utagawa Hiroshige, le grand maître de l'ukiyo-e, ces estampes japonaises, dans sa série des 100 vues célèbres d'Edo. Il y a une estampe là-dessus. Ça donne une atmosphère vraiment particulière au quartier. Tout à fait. Et ce qui est bien, c'est que cette légende, elle n'est pas juste dans les livres. Elle est vivante. Ah bon? Comment ça? Déjà, le sanctuaire Oji Inari existe toujours. C'est un lieu assez paisible, on sent quelque chose, et les renards messagers y sont toujours vénérés. Et surtout, chaque 31 décembre, la légende revit. Ah oui? Oui, avec la parade Oji Kitsune no Gyoretsu. Des centaines de personnes, des habitants, des touristes aussi, se déguisent en renards, portent des lanternes et défilent. C'est une façon super originale de fêter le Nouvel An là-bas. Ça doit être quelque chose à voir. Ah oui, c'est très populaire. Et au Santuin même, on peut acheter des ema, les plaquettes pour les vœux, et des omamori, les amulettes. Toutes décorées avec des renards. C'est le souvenir parfait de cette tradition. Et cet arbre Onoki, le lieu de rassemblement légendaire, on sait où il était. On peut le voir. Alors, l'emplacement exact, c'est un peu débattu, mais on pense souvent que le parc Meishu no Taki pourrait être sur le site, ou en tout cas, il en capture bien l'esprit. C'est un petit parc avec des cascades, beaucoup de verdure. D'accord. C'est un bon endroit pour s'imprégner de cette ambiance. Et d'ailleurs, juste à côté, il y a le parc Otonashi Shinsui, on en reparlera, qui a aussi des installations artistiques qui rappellent la procession. L'esprit des kitsune n'est jamais bien loin à Oji. Et si on veut ramener un souvenir un peu plus concret, disons, de ces renards? Alors là, il y a une boutique spécialisée Oji Yamawa. Elle est près du sanctuaire Shozoku Inari, qui est le point de départ traditionnel de la parade. Parfait. Et là, on trouve plein de choses sur le thème du renard. Des masques, des éventails, des petits mouchoirs, des repose-baguettes. C'est vraiment l'endroit idéal pour un cadeau originel qui capture ce côté folklorique. Bonne idée. Ah, et d'ailleurs, petite note gourmande, juste à côté du sanctuaire Oji Inari, il y a Ishikane Shoten. C'est une boutique qui a plus de 130 ans. Ah oui? Elle est célèbre pour son kuzumochi. C'est un gâteau à base d'amidon fermenté et son anmitsu. Une petite pause sucrée authentique. Notez. Donc, beaucoup de folklore,
Mais Oji, c'est aussi, de manière un peu surprenante, un lieu clé de la modernité de la révolution industrielle japonaise. Oui, on change complètement de décor, mais c'est tout aussi essentiel pour comprendre Oji. Le quartier a été vraiment à l'avant-garde de l'industrialisation pendant l'ère Meiji, fin 19e, début 20e. L'époque de la grande modernisation. Exactement. Et là, il y a une figure incontournable, Shibusawa Eiichi. On l'appelle souvent le père du capitalisme japonais. D'ailleurs, son visage va bientôt être sur les billets de 10 000 yens. Ah oui, c'est dire son importance. Oui. Et son lien avec Oji, c'est surtout l'industrie. C'est ça. En 1885, Shibusawa choisit Oji pour installer la compagnie papetière Oji Seishi. Aujourd'hui, c'est Nippon Paper Industries. Et pourquoi Oji? Pour deux raisons principales, en fait. D'abord, l'abondance d'eau, grâce à la rivière Shakuji, qu'on appelle aussi Otonashi, et ensuite, les facilités de transport qui commençaient à se développer, que ce soit fluvial ou ferroviaire. Cette eau, on va le voir, c'est vraiment structurant pour tout le quartier. Et ce n'était pas juste une usine parmi d'autres, si j'ai bien compris. Les sources insistent sur son rôle pionnier. Absolument. C'était la première grande papeterie mécanique, à l'occidental, du Japon. Son impact a été énorme. C'est-à-dire? Le papier produit à Oji, ça a été essentiel pour l'essor de l'édition, de la presse, pour l'éducation aussi, la diffusion de la culture pendant toute l'ère Meiji. On peut vraiment dire qu'Oji a été un des moteurs de la modernisation culturelle et intellectuelle du Japon. Un berceau de la civilisation moderne, en quelque sorte. C'est une bonne façon de le dire. Et même si l'usine n'est plus là aujourd'hui, cet héritage industriel est toujours visible. Il reste un bâtiment en briques rouges qui faisait partie de l'ancienne usine Oji Seishi. Ah, et on peut le voir. Oui, oui. Ce bâtiment est aujourd'hui classé bien culturel matériel national et il sert d'annexe au musée du papier. Pour ceux qui s'intéressent au patrimoine industriel, c'est assez émouvant de voir ce témoin de cette époque de transformation. Et ce musée du papier, justement, il se trouve dans le parc Asukagawa, qui lui aussi a toute une histoire. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce musée? Exactement, le musée est sur le site même de l'ancienne usine, mais dans le parc. Il propose un voyage super intéressant à travers 2000 ans d'histoire du papier. Ça va du washi, le papier traditionnel japonais fait à la main, jusqu'aux techniques industrielles modernes. C'est très bien présenté. Et le petit plus, c'est qu'on peut faire des ateliers pour fabriquer soi-même du papier washi. Ah, ça c'est sympa. Oui, c'est une expérience pratique et culturelle qui plaît beaucoup et ils en proposent toute l'année. C'est une belle façon de se connecter à cet héritage. Parlons de ce parc, Asukayama. Ce n'est pas juste un écrin pour le musée, il a sa propre histoire, assez unique, non? Ce n'est pas un parc ordinaire. Non, pas du tout. Asukayama, ce n'est pas une colline boisée naturellement depuis toujours. C'est une création humaine. Ah bon? Oui, et pas par n'importe qui, c'est le 8e shogun Tokugawa Yoshimune qui l'a fait aménager au 18e siècle, pendant l'ère Kyoho. Et son idée, c'était assez nouveau pour l'époque, offrir aux habitants d'Edo, au peuple, les shomins, un lieu public pour se détendre et surtout pour admirer les cerisiers en fleurs, le fameux hanami. Donc, un des tout premiers parcs publics du Japon conçus pour le loisir populaire. C'est assez remarquable pour un régime comme le shogunat, non? Carrément, c'était une initiative très populaire. Les textes de l'époque d'Edo décrivent des foules qui arrivaient en bateau par la rivière Sumida, qui débarquaient près d'Oji et qui grimpaient sur la colline d'Asukayama pour pique-niquer, boire du saké, chanter, danser sous les cerisiers. Une ambiance très festive, très communautaire et voulue par le shogun lui-même. Et cet esprit, il est toujours là aujourd'hui? Asukayama est toujours ce lieu de rassemblement? Ah oui, complètement. C'est resté le poumon vert d'Oji et c'est un spot de hanami très apprécié au printemps. Il y a plus de 600 cerisiers, surtout des sommets Yoshino. Pas mal, hein? Oui, et l'avantage, c'est qu'il est souvent moins bondé que d'autres endroits célèbres de Tokyo. L'expérience est peut-être un peu plus détendue. Et puis, au-delà des cerisiers, le parc a d'autres attraits. Il y a une vieille locomotive à vapeur et un ancien tramway exposé. Pour les fans de train? Voilà. Et aussi de grandes aires de jeu, des points d'eau. C'est très familial comme endroit. Et pour monter sur cette montagne la plus basse de Tokyo, comme on l'appelle parfois, il y a un petit truc sympa, c'est ça? Oui, l'Asuka Park Rail. C'est un petit monorail gratuit, surnommé Asukaru. Ça monte au sommet en 2 minutes. C'est rigolo, pratique et ça offre une jolie vue. Malin. Un peu rétro. Ah oui, le tramway Sakura. C'est ça. Descendre à l'arrêt Asukayama, ça donne un peu l'impression de refaire le trajet des habitants d'Edo qui venaient au parc. C'est sympa.
Et une fois dans le parc, on peut donc mélanger nature et culture, puisqu'il y a ce trio de musées dont on parlait. C'est ça. Le parc regroupe 3 musées qui donnent une vision très complète d'Uji. Il y a le musée mémoriel Shibusawa qui nous ramène à notre industriel, Mhm. le musée du papier pour le côté industriel et artisanal, et le musée Asukayama de l'arrondissement de Kita qui explore l'histoire locale plus largement. Visiter les 3, ça permet vraiment de saisir toutes les facettes économiques, industrielles, historiques, culturelles de ce quartier. Revenons à l'instant sur Shibusawa Eiichi. Son influence à Oji, ça dépasse donc largement l'usine de papier. Sa présence était Personnel. beaucoup plus personnelle, oui. Asukayama, pour lui, ce n'était pas juste un site industriel. C'est là qu'il a choisi de vivre, d'installer sa résidence principale pour les dernières décennies de sa vie. Son bureau, sa bibliothèque personnelle, le Senyen Bunko étaient là aussi. Ah, d'accord. Et il faut imaginer l'influence de cet homme, cofondateur de plus de 500 entreprises, la première banque nationale, la bourse de Tokyo, Tokyo Gaz. C'est énorme. Oui, et on peut presque dire qu'Oji, depuis cette résidence d'Asukayama, c'était un des centres névralgiques d'où il pensait, d'où il façonnait l'économie moderne du Japon. C'est fascinant. Et pour bien saisir le personnage, le musée mémorial Shibusawa est donc l'endroit clé. Exactement. On y découvre sa vie, son œuvre, mais aussi sa philosophie, son approche assez éthique des affaires, ce qui était novateur. C'est une vraie plongée dans un moment crucial de l'histoire japonaise. Et juste à côté, il y a ce Seiyon Bunko, cet élégant bâtiment occidental qui abritait ses collections. Et puis sa statue en bronze dans le parc, qui veille sur tout ça. C'est un bel hommage. Tout à fait. Et si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que toutes ces histoires, les renards, l'industrie, le parc du Shogun, Shibusawa, tout ça, est connecté par un élément fondamental. L'eau. Ah oui, l'eau. On l'a mentionné plusieurs fois. Oui, parce que la géographie d'Oji est particulière. Le quartier est en bordure du plateau de Musashino et ça crée une sorte de ligne de falaise qu'on appelle gakesen en japonais. Et de ces falaises, naturellement, il y a des sources, des petits cours d'eau qui jaillissent. D'accord. Et qui alimentent des rivières comme la Shakuji ou l'Otonashi. Donc cette eau abondante, c'est ça la clé qui explique pourquoi tous ces éléments si différents se retrouvent à Uji. C'est le facteur géographique de base, oui. Cette eau, elle a probablement attiré les premiers habitants, elle a nourri les légendes, les renards sont souvent liés à l'eau dans le folklore, c'est elle qui a permis d'installer l'industrie papetière qui consomme beaucoup d'eau, Logique. et c'est sans doute cette présence d'eau et la verdure qui va avec qui ont plu au shogun Yoshimune pour créer son parc. Et puis, il ne faut pas oublier que les voies d'eau, ça a été vital pour le transport pendant longtemps. L'eau, c'est vraiment dans l'ADN d'Uji. Et est-ce qu'on peut encore ressentir cette présence de l'eau aujourd'hui, en tant que visiteur? Oui, et de façon très agréable, grâce au parc Otonashi Shinsui. C'est une promenade qui a été magnifiquement aménagée le long de l'ancien lit de la rivière Otonashi. Ah, celui qu'on a mentionné pour les renards. C'est ça. Les paysagistes ont super bien utilisé le dénivelé pour créer des petits ruisseaux, des mini-cascades, des sentiers ombragés. On y retrouve aussi ces œuvres d'art liées aux renards. Et ce parc, il est classé parmi les 100 meilleurs parcs urbains du Japon. Ah ouais, quand même. Oui, c'est un vrai havre de paix. Parfait pour une balade tranquille, surtout en été pour chercher un peu de fraîcheur. On ressent vraiment cette essence d'eau et de verdure qui caractérise Oji. Ça donne envie d'y aller. Une belle conclusion à cette exploration des trésors cachés d'Oji. Et si on voulait prolonger la visite dans un esprit un peu similaire, les jardins Kyūfurukawa, que nos sources mentionnent brièvement, ça pourrait être une bonne idée. C'est une excellente suggestion, oui, si on a un peu plus de temps. Ce n'est pas très loin de Uji, et ça donne un autre aperçu fascinant de l'époque Meiji et Taisho. On y trouve une superbe maison de style occidental avec une roseraie, dessinée par l'architecte britannique Josiah Conder, qui sont juste à côté d'un magnifique jardin japonais traditionnel, créé, lui, par Ogawa Jihei. C'est un exemple parfait de cette fusion des styles occidental et japonais que la haute société aimait bien à l'époque. Encore un joyau un peu caché des foules. Bon, à savoir. Oji se révèle donc comme une mosaïque vraiment passionnante. Le folklore des renards, l'histoire industrielle, l'initiative d'un shogun assez visionnaire, l'empreinte d'un géant du capitalisme moderne. Le tout lié par cette eau et cette nature. C'est un contraste assez saisissant avec l'image habituelle de Tokyo finalement. Tout à fait. C'est une destination vraiment riche en histoire à découvrir. Absolument.
Alors, l'invitation est lancée, hein. Prendre le temps, peut-être prendre ce vieux tramway Toden Arakawa, s'imaginer ou même faire un pique-nique sous les cerisiers d'Asukayama, flâner le long de l'eau dans le parc Otonashi Shinsue, Hmm. contempler ces briques rouges de l'ancienne papeterie, toucher du doigt cette histoire industrielle et pourquoi pas se laisser un peu bercer par l'idée que les esprits renards observent discrètement. Et pour conclure sur une note qui remonte encore plus loin dans le temps, une dernière réflexion. Le nom même de Oji, qui veut dire prince, Oui, eh bien, il n'est pas lié au shogun ou à l'industrie. Son origine remonte à 1322. Cette année-là, le clan local, les Toshima, a fait venir et a consacré une divinité, Wakamiya, un jeune prince divin, qui venait du sanctuaire très sacré de Kumano, bien plus au sud. ah, d'accord. Et c'est après cet acte religieux que le village, qui s'appelait alors Kishimura, le village du rivage, a été rebaptisé Ojimura, le village du prince. Ce lien spirituel très profond, bien antérieur à tout ce qu'on a raconté, imprègne donc le lieu depuis des siècles. C'est fascinant ça. Alors, en explorant Oji, on pourrait peut-être se demander quels autres murmures, quels échos de temps encore plus anciens pourrait-on capter si on tend vraiment l'oreille dans ce quartier si riche en couches d'histoire.